va faire un bond en arrière et découvrir un petit peu ta première période à toi. Quel est le livre que tu as trouvé, que tu as eu un jour en main et qui t'a marqué? Et dont tu te souviens? Est-ce que c'est un prof? Est-ce que c'est les parents qui t'ont proposé? Mais il y en a tu te souviens de cet ouvrage? Il y en a beaucoup. Alors, il y a un bouquin qui m'a beaucoup marqué, mais alors c'était à l'UNIF, c'était à la fin de l'université. C'était mon ami Étienne Josse qui me l'avait offert pour mon anniversaire. Et c'est d'un auteur que je ne connaissais pas du tout, qui était Benigno Cáceres. C'était La rencontre des hommes. Et La rencontre des hommes, c'est une autobiographie de Benigno Cáceres, qui est un ouvrier, qui a commencé à travailler à 14 ans, et qui un jour, en 1936, parce que il y a grève et qu'il n'ose pas rentrer chez lui et dire à sa mère « je n'aurai pas de paye aujourd'hui », rentre dans un bâtiment un peu mystérieux, ce qui est la bibliothèque. Il rentre à la bibliothèque, il ne sait pas très bien comment on fait pour commander un livre, il y a là des fichiers, il prend son gros crayon rouge de menuisier, et maladroitement il remplit un bulletin, il demande Tartuffe. Je me souviens qu'il demande Tartuffe, mais il ne sait pas pourquoi, il est un peu par hasard. Et ça va lui ouvrir un monde. Et ça, alors ce bouquin m'a vraiment marqué, parce que Benigno Cáceres après a été un des pionniers de l'éducation populaire en France, et que c'est, au fond, c'est avec lui, avec cette lecture-là, que je comprends ce que c'est que l'éducation permanente. Hein, et l'importance de la culture, à quel point la culture libère. Et ça a été vraiment quelque chose qui a été important dans la suite de ma vie, hein, le fait de donner des outils aux gens, hein, comme lui avait pu, par hasard, un jour en avoir en rentrant à la bibliothèque, et puis en rentrant dans un certain nombre de cercles de ce type-là. Alors, de plus tôt, il y a plusieurs choses. Il y a un livre dont je me souviens vraiment avec émotion, c'est Le Corsaire rouge de Fenimore Cooper. Et donc j'étais allé à la bibliothèque de Morlanway chercher un livre. Et puis à l'époque, c'était pas comme aujourd'hui, il y avait un bibliothécaire qui était M. Raspe, qui était un ancien instituteur, qui était un peu sévère. Et M. Raspe disait et toi mon petit garçon, qu'est-ce que tu aimes bien comme genre de livre? Bon, alors on ne sait pas trop. J'aurais dit au chevalier ou pirate. J'ai dit ah, pirate, j'ai quelque chose de bien. Il m'avait sorti Le Corsaire rouge. C'était une édition Hetzel. Parce qu'à l'époque, quelle année là à peu près? On doit être en 73, 74. J'avais 8 ans. Ah d'accord. C'était un vieux bibliothécaire. Oui, c'était M. Raspe était un instituteur en fin de carrière. D'accord. Et qui s'occupait de la bibliothèque communale. Et donc je suis revenu avec Le Corsaire rouge. C'était à Hetzel, il y avait des images, c'était magnifique. Et j'ai commencé à lire ce bouquin. Et je ne pouvais plus m'arrêter. C'est la première fois que j'ai ressenti ça, je ne pouvais plus m'arrêter. Ce qui fait que j'ai continué à lire le bouquin pendant la nuit, sous ma couverture, avec une lampe de poche, pour pas que mes parents voient que j'étais encore en train de lire fort tard. Et bon, évidemment, le lendemain à l'école, j'étais un peu fatigué. Donc ça, c'est un souvenir très fort. Dans les lectures d'école, Maupassant m'a marqué. Maupassant m'a marqué pour sa langue. J'avais trouvé que tout ce qu'on nous faisait lire, c'était écrit d'une manière un peu tarabiscotée. C'était écrit d'une manière qui ne nous parlait plus. Je me disais, si moi je dois écrire quelque chose, je ne l'écrirai pas comme ça, et je pense que peu de gens l'écriraient comme ça aujourd'hui, même s'ils sont très savants. Et donc ça me parlait pas toujours, et Maupassant, j'ai été séduit par une langue qui était en même temps assez simple, extrêmement acérée, parce que en quelques pages, il arrivait à dire énormément. L'emploi du mot juste. Voilà, oui, tout à fait. Aussi un souci de réalisme quand il utilisait par exemple des tours locaux, un peu de dialecte normand, enfin, etc. Voilà. Et donc il y avait ce réalisme. Voilà. Et donc ça, c'était, je pense que j'ai dû lire à peu près toutes les nouvelles de Maupassant, je pense. Ou en tout cas j'en ai lu beaucoup, et c'est quelque chose qui m'a frappé. C'était mon prof de français qui nous avait donné ça, comme il nous avait donné évidemment beaucoup de choses. Donc l'importance du prof de français, l'importance de la lecture. Oui. Moi j'ai eu plusieurs profs de français, certains qui étaient bien, d'autres qui étaient enfin il y en a qui ont marqué parce qu'ils mais certains m'ont marqué, voilà, oui. Effectivement. Et le choix des études s'est fait comment
Parce que tu me dis que tu étais à l'université, mais qu'est-ce qui t'a fait? Ah, mais le problème... Donc moi j'étais d'une famille de médecins, enfin mon père était médecin. Mon père était un fils un fils d'immigré, en fait, un fils d'immigré, de mécanicien qui s'était élevé dans sa société, mais enfin qui au départ était un mécanicien. Et il était le premier de sa famille à être allé à l'université, il était médecin, et il voulait absolument que je sois médecin. Et il voulait que je sois médecin par peur des difficultés financières. C'est un médecin, c'est pas compliqué, il met une plaque sur sa porte et il y aura toujours bien quelqu'un qui sera malade et qui viendra se faire soigner. C'est ce qu'il t'avait dit ou Oui, bien oui, ça c'est ce qu'il m'avait dit. C'est ce qu'il m'avait dit. Oui. Et moi, ça me parlait pas tellement, mais... et puis, maman est à la maison, elle. Oui, oui, oui. Et à un moment donné, je me dis, ben voilà, je voudrais faire l'histoire. Je voudrais être historien. Et ça, c'était vraiment catastrophique. J'avais toujours eu un intérêt particulier pour l'histoire, pour en particulier l'Antiquité quand j'étais petit. Puis par la suite le 19e siècle. Et donc je me disais, ben ça pourrait être bien, je sentais. Alors j'avais rencontré la sœur d'une amie qui était plus âgée et qui était historienne et qui m'avait expliqué un peu ses études et ce que c'était que la méthode de l'historien, les techniques de l'historien. Et ça me parlait. Tu es toujours en humanité là quand tu sens déjà ça. Oui, oui, c'était à la fin des humanités. À la fin des humanités. Et là, mes parents n'ont pas supporté cette idée. Alors ils ont dit oui, mais non, mais en fait, et je me suis inscrit en médecine en fait. Et je me suis inscrit en médecine. En 1983, au mois d'octobre, je suis entré en médecine, mais je ne suis pas resté. Très vite, je me suis rendu compte que ça n'était pas pour moi, que ça ne me parlait pas, que ça ne me plaisait pas, que je préférais traîner. Donc tu as quand même goûté un peu à quelque chose. Ouais, moi je n'ai pas vraiment goûté. Je préférais traîner au foyer avec des philosophes, des sociologues, des historiens. Et là, ça m'a ouvert un monde. J'ai découvert un monde, une manière de penser, une manière de réfléchir le monde. J'ai découvert la politique aussi. Donc il a fallu négocier avec le père alors. Alors ben oui, à Noël je suis allé le voir, je lui ai dit mais je ne veux pas être médecin. Et donc je me suis inscrit en histoire à ce moment-là. On pouvait changer, je me suis inscrit en histoire. C'est bien. Voilà. Et donc je suis historien. Ah d'accord. Et tu découvres donc avec ton ami en question, tu découvres autre chose dans le cadre de tes études, l'ouvrage en question dont on a parlé au départ. Oui. Et puis par après, dans tes lectures, tu te diriges vers quoi? Alors moi ce qui m'intéresse, j'aime bien les récits de vie, et j'aime bien le fait qu'à un moment donné, on puisse raconter l'histoire de quelqu'un en la mêlant au contexte historique, politique de l'époque. J'aime bien qu'on témoigne sur son époque. Alors, c'est un truc qui est un peu vieux comme les chemins. Et dans l'Antiquité, on a déjà des textes de ce type-là, où on lit l'épopée de Gilgamesh, on comprend beaucoup de choses sur la vie de son temps. Et donc ça m'a... C'est vraiment quelque chose qui m'a intéressé, et je trouve que c'est intéressant que ce type d'approche, qui était au centre de la littérature française au XIXe siècle, Balzac, Zola, c'est ça qu'ils font. Au fond, dans Germinal, Zola, il ne nous parle pas de ses personnages, il nous parle des mineurs, il nous parle de son temps et de la condition de la classe ouvrière à l'époque où il écrit. Moi, c'est ça qui me moi, je souris parce que tu es en train de parler, je souris parce que je me remets dans la tête de ton papa, dans le corps de ton père, mais comment fait-on l'alimentaire avec l'histoire? Ah oui, et donc ça c'était... tu vas devoir enseigner, tu vas devoir... Voilà, donc mon père... il pensait que je faisais là des études de professeur d'histoire. Voilà. Parce que je n'ai quasiment pas été, j'étais un petit peu, mais je ne l'ai pas été. Moi je me tu vois. Voilà, oui, tout à fait. Tout à fait. Mais donc, effectivement, même dans mes goûts littéraires, il y a une dimension historique. C'est historique et de témoignage. Et oui, ce que je voulais dire aussi, c'est que
aujourd'hui, cette posture-là, elle est forte chez les anglo-saxons. Et j'ai été frappé de voir que Douglas Kennedy, dans sa symphonie du hasard, alors moi je lis Douglas Kennedy, hein. Je n'ai aucun problème à lire Douglas Kennedy. Non mais c'est amusant. Il est très sympa aussi. Je disais à une amie récemment, je suis en train de lire la symphonie du hasard de Douglas Kennedy, et alors elle me dit, oh là là, moi je n'oserais jamais dire que je lis ça, parce que c'est très mal vu. Moi je m'en fous. Alors, mais ce qui m'avait intéressé au départ, quand il a sorti le premier tome, il a dit, ben moi j'ai pensé à Balzac pendant toute la période où j'écrivais. Je comprends très bien pourquoi il dit ça, parce que au fond, la symphonie du hasard, c'est quoi? C'est 1000 pages sur les années 70, 80 aux États-Unis, avec toutes les désillusions d'une génération, les illusions d'une nouvelle génération, hein, qui croit que l'argent va tout résoudre et que la fin du welfare state est vraiment le gage d'un bonheur plus grand pour tout le monde, hein, avec Reagan, etc. Et je trouve qu'il s'en sort pas mal pour montrer ça et pour qu'on a une vision assez saisissante des États-Unis. Ça m'a fait penser un petit peu à la Storia del Zamorante, où on a finalement l'histoire de l'Italie de 1906 à 1950, hein, dans un seul bouquin, et où on sent toutes ces évolutions à travers l'histoire de cette femme, là, DiMaggio, qui va traverser ce demi-siècle. Et c'est quelque chose qui me parle beaucoup. Et mes deux auteurs préférés, en fait, ils sont très très différents, mais ils ont un point commun. C'est Annie Ernaux d'un côté et Jonathan Coe de l'autre. Mais Jonathan Coe, lui, est vraiment là-dedans. Jonathan Coe, c'est l'histoire de l'Angleterre contemporaine à travers des personnages complètement anodins ou farfelus, hein, parce que Mr. Sim, il est vraiment très farfelu. Et tu voyages déjà étant jeune? Alors, non, j'ai pas tellement voyagé jeune. J'ai finalement voyagé. Mes parents ne voyageaient pas. Mes parents, ils allaient en Espagne. Ils allaient en Espagne dans des urbanisations où il n'y avait que des Belges de la Louvière. Ah, comme ils étaient des Belges de la Louvière, ils allaient là où il y avait des Belges de la Louvière, et entre Belges de la Louvière, ils passaient leurs vacances en Espagne. Clientèle, quoi. Non, pas vraiment, mais voilà, c'était vraiment... mais donc toi, étant jeune, ton regard sur l'extérieur se passe comment? Les premiers voyages. On voyageait très peu, et donc j'ai commencé à voyager à la fin de l'université. C'est relativement tard, j'avais 22 ans. Et on est allé en Suisse, on est allé voir un peu, on est allé en Norvège, on est allé au Danemark, on est allé en Islande à un moment donné. Ça, donc tes lectures s'ouvrent sur des paysages réels à ce moment-là? Oui, tout à fait, oui. Parce qu'encore une fois, bon, par la lecture on s'évade, mais quand on voyage, on concrétise un petit peu des images qu'on a pu découvrir. Oui, c'est vrai. Voilà. Et on obtient une autre dimension, me semble-t-il. Et on vit les ouvrages d'une autre façon par après lors de lecture. Oui, c'est vrai. Maintenant, je peux avoir une admiration, mais vraiment, j'ai vraiment une admiration pour Jonathan Coe, tant pour son écriture que pour son ironie, que pour la manière dont il raconte les choses, et la façon saisissante dont il nous propose un portrait de l'Angleterre contemporaine. Je ne connais pas l'Angleterre contemporaine. Si bien un pays que je ne connais pas, c'est l'Angleterre. Je suis allé à Londres 5 fois dans ma vie, je pense, et ça s'arrête là. Donc, c'est pas nécessaire. Enfin, je veux dire, c'est aussi la force d'évocation de la littérature. C'est ça aussi. C'est à un moment donné de pouvoir nous raconter une histoire qu'on va croire avec des gens qu'on ne connaît pas, dans un endroit qu'on ne connaît pas, et où toutes les règles et les coutumes nous sont étrangères. Oui, d'accord. Enfin, moi, j'ai la manie maintenant, avec toute la technologie qu'on a, c'est dès qu'il y a quelque chose qui est bien décrit, où je frissonne un peu, je vais sur Google Earth et je regarde. Et je dois dire, ça ouvre encore l'autre récit, et on rentre dans le récit d'une autre façon, quoi. Parce qu'on est vraiment, je vais dire, dans les lieux, on est en 3 dimensions presque à ce moment-là. Moi, je trouve ça extraordinaire, cette technologie. Je ne sais pas si tu as cette manie-là d'aller voir. Non, je ne fais pas.
Ouais, je le fais pas. très couramment. Je le fais pas. Mais ma femme le fait. Alors c'est amusant parce que, s'agissant, on parlait de la symphonie du Oui. hasard de Douglas Kennedy, eh bien elle est allée voir tous les coins dont il parle, hein, l'université de Cornwall, Voilà. etc. Elle est allée voir à quoi ça ressemble. Et moi pareil, je trouve que l'évocation est suffisante pour que je me construise une image. Ah, d'accord. Et puis il y a aussi, alors dès qu'on parle de l'Amérique, évidemment, il y a toutes les images de films qu'on a en tête. L'Amérique des années 70, on l'a vu énormément dans les feuilletons, dans les films, et des représentations d'une université américaine en 1975, ben, ça ne manque pas dans notre imaginaire. Un peu moins pour l'Irlande, puisqu'il y a un tour qui se passe en Irlande, et là j'avais plus de mal à me représenter les choses. Maintenant, je me suis rendu compte récemment en voyant un épisode de Londres Police Judiciaire qui se passait à un moment donné dans une université que j'avais quand même vu ça. Ah, c'est bien ça que j'avais en tête quand on parlait de l'université à Dublin. Bon, moi je reviens toujours en arrière, j'aime bien oui, parce qu'on se précipite toujours vers là. Ton premier salaire, il est versé par qui? Ah, mon tout premier salaire. Alors, figure-toi que c'est une histoire assez comique. Je sors de l'université le 20 novembre, le jour de la Saint-V, et ce jour-là, je vais dans mon ancienne école à Morlanway, à l'Athénée de Morlanway, et oui, l'Athénée Warroquet. Je vais voir le directeur, le préfet, et je lui dis, ben voilà, ben, je viens vous dire que j'ai fini mes études. Ça se faisait, hein. Ça se faisait, on faisait ça, on disait, voilà, j'ai réussi mes études, et c'est un peu grâce à vous, quoi. C'est ça que ça voulait dire, hein, c'est ça que ça voulait dire. Et elle me dit, ben écoutez, je suis content de vous voir, parce que figurez-vous que Madame Machin est malade, et si vous voulez, vous allez la remplacer. Mon premier salaire est versé par la province de Hainaut, et ça n'était pas prévu. Je vais donner, alors à ce moment-là, je vais donner cours d'histoire à l'Athénée de Morlanway, mais comme ça, aux dévotés. Oh, ça, c'est une belle anecdote. Hein, oui, oui, tout à fait. D'accord. Et par après, alors, ça évolue comment? Alors, ben, Tu es déjà marié, là? Non, ben, parce que j'ai vécu avec ma femme pendant 7 ans sans être marié. Mais enfin, bon, tu as ça déjà... ne me gênait pas. D'accord. Enfin, et donc, il y a déjà... Oui, tout à fait. Et donc, j'ai pendant quelques... 2 ans, pendant 2 ans, j'ai fait des petits intérims dans l'enseignement, un peu à Charleroi, à Jumet, etc. Parce que à l'Athénée de Jumet, l'Athénée de Jumet, à côté de la rue Vandervelde. Mais juste en face du notaire, il y a un notaire. C'est possible. Je le dirai 1000 fois, mais enfin. Donc je suis allé là. Bon, voilà, c'était une expérience, c'était pas... D'accord. Mais en mars 1991, je suis rentré à l'armée. J'ai été faire mon service militaire. Et tu as quel âge là? J'ai 26 ans. 26 ans, j'ai 26 ans. C'est déjà tard pour commencer. Oui, mais comme j'étais étranger, je n'ai pas eu de sursis, je suis devenu belge assez tard, et puis alors, bah... D'accord. Et tu as fait dans quelle arme? Je ne sais pas trop. Compagnie d'administration, à mon avis. Et donc j'étais bibliothécaire, mais c'est pas une arme. La bibliothèque n'est pas une arme, je tiens à dire. Et donc j'ai été bibliothécaire à l'armée pendant 10 mois. Ah, donc j'avais d'abord fait mon instruction à Liège, à Laken, l'école des cadets. Et pendant que j'étais là, l'école des cadets a fermé. Donc c'était en kaki quand même? Oui, j'étais en uniforme. Tu n'étais pas en marin ou on ne sait jamais, parce qu'il peut y avoir des bibliothécaires. Tout à fait. Parce que je dis ça parce que mon frère qui n'est pas cuisinier, n'a jamais été cuisinier. Il était marin cuisinier. Voilà. Oui, non, ça peut arriver. Il y en avait d'ailleurs, puisque c'était une caserne interarmes. Et j'ai rencontré des gens assez intéressants, des Flamands notamment, puisque c'était une caserne bilingue, une caserne interarmes bilingue. Et je suis devenu caporal, parce que j'étais le seul qui n'avait jamais été puni. Et donc, à un moment donné... Pourtant, universitaire et tu es caporal. Voilà, à un moment... Mais non, mais je n'avais pas voulu être officier. Hein. Et donc, à un moment donné, le chef me dit, ben voilà, il faut que tu vas devenir caporal. Moi, je dis, ben non, chef, moi, je veux bien être une victime ici et venir à l'armée et m'embêter pendant 10 mois, mais je ne veux pas être un collaborateur. Donc, il dit, écoute, Fuchs, c'est un ordre, tu seras caporal. Et de toute façon, comme les caporaux sont toujours flamands, il faut une fois de temps en temps qu'il y ait un francophone, tu seras caporal. Voilà. Et je suis devenu caporal de la bibliothèque. Non, moi, j'étais caporal MP, moi. J'ai fait l'école d'infanterie Arlon, mais alors je me suis retrouvé comme caporal. J'ai appris par après pourquoi on m'avait laissé caporal, c'est parce que pour avoir plus de permission
que, Ah oui. sinon les autres étaient plus souvent de garde, quoi. Ah, ouais, Comme oui. on savait que j'aimais bien de retourner à Charleroi rapidement, Mhm. on m'avait laissé comme caporal. Mais donc on a retiré, vous partez comme caporal à la caserne Jérusalem. Ça c'est amusant. Au caporal, mais c'est bien. Alors bon, l'armée est terminée, tu rentres dans l'enseignement comme tu viens. Alors après l'armée, qu'est-ce que j'ai fait? Non. Après l'armée, je suis entré chez Présence et Action Culturelle, qui était une association, qui est toujours d'ailleurs, une association d'éducation permanente, avec la grosse différence qu'à l'époque, elle faisait n'importe quoi, et donc ça n'avait aucun intérêt. Et pourquoi tu te présentes là? Alors je me présente là parce que j'ai connu quelqu'un dans ma commune d'origine, qui s'appelle Jean-Paul Batas, qui travaille là, qui est directeur. Et j'ai lu Cacérès et tout d'un coup je me suis senti cette vocation de travailler dans l'éducation permanente. Il me propose de travailler là. Et bon, ça va être une très très grande déception, hein, je le dis dans le bouquin, c'est pas un secret. C'est une très grande déception parce que ce qu'on faisait n'était pas du tout contributif à l'émancipation du plus grand nombre. Je ne vais dire que ça. Donc c'était un peu... ça me semblait pas utile. En plus, à l'époque, j'étais extrêmement arrogant. J'étais très cassant dans mes jugements. Donc, voilà. Mais je suis quand même resté là 4 ans. Ce qui est 4 ans, dont 2 ans à temps plein, 2 ans à mi-temps. Mais je suis rentré après à l'UNIF comme assistant. Et donc j'étais à mi-temps à l'UNIF et à mi-temps chez Présence et Action Culturelle. À l'UNIF, j'ai travaillé avec Jean-Jacques Hervé, qui était professeur d'histoire économique. Et ça a été... C'est une des personnes qui m'ont le plus marqué. C'est un homme qui avait une... Enfin, qui a une culture extraordinaire. Ce plaisir de parler, tu l'as découvert quand chez toi? 5 ans. Déjà tout jeune. Ah oui. Ah oui, tout à fait. Tout à fait. Tu as toujours parlé. Oui, j'ai toujours été un grand parleur. Tu as toujours vu autour de toi des gens qui écoutaient l'histoire que tu avais à raconter. Oui, tout à fait. C'est amusant, ça. Ouais. C'est amusant. Oui, non, c'est vrai. Ça marque. C'est vrai, j'ai toujours eu ce côté, oui. Avec... oui, pour différentes raisons. Il y avait raisons. un mouvement de jeunesse qui existait déjà? Tu étais au scout ou pas? Oui, j'étais au scout. J'étais chez les scouts pluralistes à Morlan, oui. Et à la Louvière d'abord, et puis à Morlan, oui. Et ça, c'était vraiment quelque chose d'important. Où tu as découvert quelque chose là-bas. Tu voyais déjà que tu pouvais être écouté, quoi. Oui, oui. Alors, effectivement, il y a un côté... je découvre ce qu'on peut faire, ce que c'est que le charisme à un moment donné, comment à un moment donné on peut convaincre les autres. Voilà. Et tu vois que les gens sont attirés à t'écouter. Oui. Donc c'est ça le charisme, Oui. c'est de voir que les gens... Tout à fait. Voilà. Et chez les scouts, j'ai découvert beaucoup de choses. L'amitié, la loyauté, et c'est chez les scouts, alors c'est intéressant, c'est chez les scouts que je deviens un partageux. Ce vieux mot du 19e, mais j'aime partager les choses, et aussi dans tous les sens. C'est là que je découvre ce que c'est que la solidarité dans un groupe. Ton totem? Ah, Fennec, c'était Fennec. Je ne ressemble plus du tout à un Fennec, hein. Soyons objectifs, mais c'était Fennec sarcastique, oui. Ben, voilà. Ça, tu as toujours un peu gardé. Ça, oui, ça pétille dans le regard toujours. Oui, j'aimais bien me moquer. J'aimais bien me moquer. Mais donc, tu as toujours bien aimé communiquer comme ça, et comme tu viens de le dire, de partager. Tu reçois des choses, tu les travailles, mais tu aimes bien de les communiquer aux autres. Donc, c'est ça le travail de l'historien aussi, c'est d'aller rechercher des choses, de les travailler et de les présenter. Sinon, c'est inabordable l'histoire, si on veut. C'est bon qu'on peut la présenter sous un certain angle, avec un regard, avec un jugement. Oui. Me semble-t-il. Hein. Mais quand j'ai fait les études d'histoire, j'étais vraiment, j'avais des très bons maîtres, hein, comme Jean Stengers, et j'étais convaincu, Georges Despy, André Heutebroock, qui étaient vraiment des monuments, et j'étais convaincu qu'il n'y avait de salut que dans la critique historique, la vérification des sources, qu'on ne pouvait jamais s'avancer
si on ne savait, hein, si on ne pouvait prouver ce qu'on disait. Et donc, j'ai reçu un enseignement qui était extrêmement rigoureux. Et à un moment donné, je me suis rendu compte que cet enseignement nous bridait un petit peu. C'est-à-dire qu'on faisait des recherches sur des sujets microscopiques pendant des durées de temps extrêmement courtes pour pouvoir tout vérifier et embrasser l'ensemble des sources. Et finalement, on disait des choses qui avaient relativement peu d'intérêt. Alors, enfin, peu d'intérêt d'un point de vue très général. Et donc la question c'était un peu comment est-ce qu'on peut monter en généralité, comment est-ce qu'on peut parler de l'histoire et embrasser une longue période, embrasser la complexité d'une situation, y compris quand on n'a pas toutes les sources. Et là, en faisant ça, ben, on commençait à sortir un peu de ce qu'on nous avait enseigné. Et j'étais parfois fasciné par les politologues. Alors, dans le milieu des historiens, on riait des politologues. Tu sais, les politologues, ce sont des espèces de journalistes qui disent un peu n'importe quoi. Ils écoutent un petit peu ce qui se dit au journal parlé et puis ils leur sortent avec des mots savants. Mais en gros, ça ne vole pas très haut. Hein. Mais mon maître disait ça. Mais j'étais quand même fasciné du fait que eux, ils pouvaient nous donner une matière qui donne à réfléchir sur la société dans son ensemble. Et il y avait eu une anecdote assez amusante, c'était André Miroir qui un jour avait dit ben, oui, mais vous les historiens, vous avez toujours raison, ça il n'y a pas de doute, mais c'est trop tard. C'est trop tard. Et ça m'avait frappé, ça m'avait marqué. Et à un moment donné, j'ai voulu écrire des choses qui étaient plus subjectives, qui sont plus des travaux d'historiens, qui objectivement ne sont pas des travaux d'historiens, dans lesquels je vais quand même mobiliser un certain nombre de compétences que j'ai acquises pendant mes études, hein, et notamment aller vérifier les sources, aller vérifier dans les archives ce que je raconte, hein, essayer de ne dire que la vérité, mais aussi me permettre une certaine subjectivité. Par exemple, de boucher les blancs en disant ben, le plus probable c'est que c'est ça qui s'est passé. Le plus probable c'est que ben, ce qu'on ne sait pas sur cette période-là de la vie du personnage, ben, c'est probablement très comparable à ce que des gens comme lui ont vécu en même temps. Hein, et de plus en plus on fait ce genre de choses. Les historiens américains sont assez forts pour ça. Et donc j'ai quand même pris une certaine distance par rapport à ce que mes bons maîtres m'avaient enseigné. Mais je ne suis plus un historien. Je ne suis plus un historien. Tiens, ça fait le deuxième historien que je reçois alors. Ah oui. Oui, Arnaud Delacroix. Ah oui, 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 oui. Arnaud. Ah oui, qui est un personnage aussi, très comme ça, très pointu, très méticuleux. Oui, tout à fait. Tout à fait. Arnaud qui a une grande carrière dans l'édition. Oui, enfin voilà, il est venu aussi faire une causerie ici il y a déjà un an maintenant. Alors, on démarre. Quand deviens-tu fonctionnaire? Ah, mais je deviens fonctionnaire finalement à 7 heures en 2006. Et pourquoi alors suite à un concours. Alors pourquoi? Non, c'est pas parce qu'il y avait un concours. Donc au départ, dans les années 90, je deviens directeur du Mundaneum à Mons. Et ça, c'est le rêve de ma vie. Le rêve de ma vie, à un moment donné, je me dis, mais tiens, mais qu'est-ce que j'aimerais faire? Pour nos amis français, dis-nous un peu ce qu'est le Mundaneum. Alors, le Mundaneum, c'est un centre d'archives et de documentation. C'est un centre d'archives et de documentation qui a été créé par Paul Otlet et Henri Lafontaine, qui sont deux avocats belges de la fin du 19e siècle. Et au fond, Paul Otlet et Henri Lafontaine, pour faire court, ils pensent que la documentation peut aider à la paix dans le monde. Que si on sait ce que l'autre a produit comme pensée, on n'aura plus envie de lui faire la guerre. Et ils vont, dans un premier temps, créer l'Institut international de bibliographie, l'Office international de bibliographie au départ, qui va
avoir comme objet de faire une fiche catalographique sur chaque ouvrage publié dans toutes les langues, dans tous les pays et à toutes les époques. On imagine un peu le travail colossal, ils vont se lancer là-dedans. Au sortir d'un 19e siècle, pendant lequel on a publié environ 1 million de livres, ça peut paraître raisonnable. Et donc, ils vont vraiment essayer de donner une documentation globale sur tout. Et alors, petit à petit, ils vont amasser des documents iconographiques, des documents légaux, des livres, pour essayer vraiment de créer un centre de documentation monstrueux. Alors, ce ne sont pas tout à fait des doux rêveurs, puisque le prix Nobel de la paix en 1913, il a eu le prix Nobel de la paix parce qu'il préside le Bureau international de la paix. Donc c'est vraiment des gens qui ont poursuivi un objectif pacifiste. Alors, Hotelet et La Fontaine, ils meurent à la fin de la guerre, tous les deux. Et puis, toutes ces collections-là vont être en déshérence pendant des années. Enfin, des bénévoles vont s'en occuper dans des lieux de moins en moins bien adaptés. Et finalement, dans les années 80, la communauté française va prendre possession de ces collections, voilà, de manière tout à fait concertée évidemment, mais va reprendre ses collections en main et elles finiront installées à Mons dans un ancien magasin Art déco, très beau. C'est un très beau lieu. Et donc, moi à un moment donné, dans les années 90, je me dis, au début des années 90, je me dis, mais tiens, au fond, qu'est-ce que j'ai envie de faire de ma vie? Et puis il y avait plusieurs choses qui m'intéressaient. Il y avait la carrière académique. Mais je me sentais pas vraiment un académique. Je n'avais pas suffisamment confiance en moi aussi. Bon. Mais ça, c'était une possibilité. J'avais été assistant à l'université, enfin, c'était une possibilité. Une autre possibilité, c'était la carrière politique, parce que j'ai jamais la politique, j'ai fait de la politique, j'ai été conseiller communal dans mon village, enfin, voilà. Et donc ça, c'était une possibilité, mais en même temps, ça ne me collait pas tellement bien non plus, parce que j'étais trop critique pour faire de la politique. Hein. Et à un moment donné, il faut pouvoir... Oui, vous sachiez. Oui. Et donc je me dis, mais ce que j'aime bien, c'est les archives. Moi, j'aimerais bien être archiviste. Et mon rêve, ce serait de devenir directeur d'un centre d'archives qui disposerait d'un musée, comme ça on pourrait montrer les choses. Et à 30 ans, moi j'ai tout, quoi. Je dis toujours, à 30 ans, j'avais tout dans la vie. J'étais directeur d'un centre d'archives disposant d'un musée. J'avais tout. J'avais, trop tôt, trop vite, j'avais tout ce que je voulais. Et c'était une période vraiment extraordinaire, cette période de Mundaneum, où j'ai pu travailler avec Skeuten, avec Claude Renard, enfin, des gens qui étaient vraiment très intéressants, des archivistes passionnés. Je pense on a fait un assez bon travail à l'époque. Et puis, quand... suite aux élections communales de 2000, les choses se gâtent un petit peu parce que il n'y a pas de renversement politique, mais il y a un nouveau personnel, et puis c'est un nouveau personnel qui n'est pas... Il n'y a pas la même curiosité, quoi. Disons que il n'est pas très enclin à respecter les conventions avec la communauté française. Il pense que, au fond, tout doit se décider à Mons. Enfin, voilà. Et donc, je vais être poussé d'or. Je vais vraiment être poussé d'or. Vraiment poussé. Et donc, là, voilà, c'est un peu compliqué. Et je vais passer assez vite un examen. Voilà, c'est à ce moment-là. Un concours, et après un petit passage par la fonderie, le musée de l'industrie, je me retrouve à la Fédération Wallonie-Bruxelles, donc à la communauté française. À l'époque, on est en 2006, donc il y a 13 ans. Tu as déjà beaucoup de contacts à la communauté française? Pas tellement en fait, non. Pas tellement. Donc tu dois faire ton nid là. Oui, mais alors j'ai une chance extraordinaire, j'arrive à la communauté française, j'ai passé un examen d'attaché, et alors on me dit, le jour où j'arrive, le premier jour, Martine Garçou, qui est ma chef, me dit, on va aller voir la directrice générale. Alors moi je me dis, les gens qui rentrent au ministère, ils vont tous voir la directrice générale. C'était Christine Guillaume qui était directrice générale, et donc me voilà chez Christine Guillaume, et elle me dit, écoutez, on a un problème, c'est-à-dire que le directeur du service de la lecture publique, le nouveau directeur est arrivé, il est tombé malade au bout d'un jour parce que
Enfin, Il est tombé malade. pour différentes raisons, il ne va pas revenir. Il ne va pas revenir. Il va revenir, mais il ne va certainement pas être directeur de la lecture publique. Il s'est rendu compte que c'était pas pour lui, en fait, que voilà, ça ne lui plaisait pas. Donc c'est un strapontin qui se présente à toi, ça. Et elle me dit, vous ne voulez pas être directeur du service de la lecture publique. Donc je dois être quand même un des seuls fonctionnaires qui arrive et qui, le premier jour, se voit proposer un poste de direction. Ah ben je dis oui. Et donc je suis entré dans le monde des bibliothèques publiques à ce moment-là, en 2006. Et tout d'un coup, alors que ça n'était pas prévu. Et je dois dire que je m'y suis Tu vraiment découvres un monde, bien. évidemment. Alors je découvre un monde, tout à fait, qui est très différent du monde des centres d'archives, qui est très différent des bibliothèques de conservation que je connaissais bien ou que je connaissais mieux. Et tout d'un coup, je me retrouve en lecture publique. Et ça a été formidable. J'ai passé vraiment... Ces gens sont ouverts à te recevoir, parce que c'est quand même chaque fois des petits noyaux, toutes ces bibliothèques. Oui et non, c'est-à-dire que la lecture publique en Belgique francophone est organisée en réseau. Oui. Et les bibliothécaires ont le sentiment d'appartenir à un réseau. Et donc ça, c'est quelque chose de fort. Et dans chaque province, il y a une bibliothèque centrale. La bibliothèque centrale fédère les bibliothèques locales, communales ou ASBL, communales pour la plupart. Et tous ces gens, bon, au fond, ont l'habitude de travailler ensemble. Et moi, je vais arriver un peu dans cette espèce de tête de réseau qu'est la Fédération Wallonie-Bruxelles, communauté française à l'époque, avec... Madame Arena qui était au-dessus de ça. alors, quand je suis arrivé, la ministre, c'était Madame Lannan. Ah, déjà. C'était Madame Lannan, qui était ministre 10 ans, Oui, en fait. voilà, c'est ça. Oui, oui. Et donc, on va faire une série de propositions à ce secteur, et notamment... Alors, ça, évidemment, c'est les hasards de la vie. Ayant travaillé au Mundaneum sur ce fameux fichier, parce que ça, je suis très fier quand même de pouvoir dire que j'ai sauvé le fichier. Ça, je veux dire, ça, c'est moi qui ai sauvé le fichier. Je veux dire, je n'ai pas fait grand-chose de bien dans ma vie, mais ça, c'est moi qui l'ai fait. Je veux dire, si je n'avais pas... Si je ne m'étais pas battu pour ce fichier, on l'aurait détruit parce que l'idée à l'époque, c'était ça ne sert plus à rien, on va détruire ce bazar-là. Aujourd'hui, il est trésor de la Fédération Wallonie-Bruxelles et patrimoine immatériel, enfin patrimoine UNESCO, enfin c'est un truc. Et donc, j'étais sensibilisé à ça, à cette idée qu'au fond, on pourrait faire la catalogue tous ensemble. Et donc, assez rapidement, en 2007, j'ai fait la proposition d'un catalogue des catalogues, c'est-à-dire de cette possibilité. Alors ça, c'est toujours intéressant, parce que pour moi, avoir un catalogue des catalogues, c'était se donner la possibilité de partager la catalographie, de cataloguer à Arlon et que la fiche soit utilisée à Bruxelles et vice-versa. Et finalement, les techniques de catalogue ont tellement évolué, on a tellement pu avoir recours à des sources extérieures comme la Bibliothèque nationale, etc., la Bibliothèque nationale de France, que cet outil, le catalogue des catalogues qui s'appelle Samarcande, il n'a pas vraiment servi à ça, mais il a donné une telle vision sur les collections des bibliothèques publiques en Belgique francophone qu'il a fait exploser le prix interbibliothèque entre les différentes régions du pays. Et donc, c'est drôle parfois de poursuivre un objectif et de réussir autre chose. Oui, on revient à l'historien, la vérification des sources, on est toujours dans la passion. Oui. Et donc, j'ai passé vraiment de très très bons moments avec les bibliothécaires, et encore aujourd'hui, je n'ai pas quitté le monde de la lecture publique, mais effectivement, quand je m'occupe des bibliothèques, des centres culturels, des centres de prêt de matériel, ben, je vois ça d'un peu plus loin qu'à l'époque où j'étais vraiment les pieds dedans, et où on a fait notamment le nouveau décret lecture publique, qui est un décret qui est vraiment orienté éducation permanente. Et donc, voilà, ça nous ramène au début de notre conversation avec Caceres, quelque chose qui me parlait beaucoup. Et alors là, j'ai rencontré des gens formidables qui avaient été
à l'origine de la réflexion sur ce décret. Alors, je pense à Yvette Lecomte, par exemple, avec qui on a beaucoup travaillé et qui a rédigé le décret, in fine. Et donc c'était intéressant. C'était intéressant aussi de venir dans les bibliothèques en disant, ben, écoutez, on vous propose une nouvelle manière de travailler, on vous propose de faire autre chose, on vous propose au fond, plutôt que simplement prêter des livres, d'être des agents de développement de la lecture. Ouais. Hein, et donc, au fond, les bibliothèques, on les voit comme des, 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 des opérateurs qui permettent de développer les pratiques de lecture. Oui. Et les gens sont rentrés dedans, les bibliothécaires sont rentrés là-dedans avec beaucoup de générosité. C'était pas facile. Ça a pris plusieurs années, c'est un processus assez long, mais ce qui était frappant, c'était l'enthousiasme de la plupart des gens. Maintenant, le personnage plus privé, on peut apercevoir derrière nous là, les 2 derniers ouvrages. Là, on est plus dans l'intimité, on est plus dans le vécu familial. Là, c'est le pendant, c'est pour un petit peu déconnecter du boulot que tu abordes alors. Mais en fait, cette écriture, effectivement, qui est fondée sur un matériau autobiographique, avec une dimension intime, je parlais de ma passion, vraiment de ma passion pour Annie Ernaux tout à l'heure. C'est quelque chose qui me touche en soi. Nos histoires, voilà, nos histoires. Le fait que nos histoires ne meurent pas, qu'on les sauve, parce que finalement on n'a rien d'autre que nos histoires. C'est ça qui fait. Donc, tu dis, je suis l'étranger, j'ai fait mon service militaire plus tard. Oui, oui. Disons, ça se raconte là. Oui, oui, tout à fait. Ces histoires-là, c'est toutes ces histoires-là que j'essaye de raconter. Alors ça s'est imposé à un moment quand même, parce que ma mère était en train de mourir. Et moi, je voulais, à l'époque, lui raconter l'histoire de son père. Et je voulais passer dans une émission de radio qui s'appelait Mon grand-père, ce héros. Et puis personne ne voulait pas que je raconte ça. Et finalement, je dis, ben, je vais faire une carte blanche. Voilà. Et puis, comme j'étais historien, je voulais vérifier tout ce que je disais. Et puis, à force de vérifier, j'ai trouvé des choses. Et puis, comme je trouvais des choses, il y avait trop de matière pour une carte blanche. Voilà. Et donc, j'ai fait un petit bouquin sur mon grand-père. Et c'est parti comme ça. Et il y a des choses qui se sont imposées. C'est devenu une nécessité de raconter ces histoires. Et de raconter ces histoires aussi pour comprendre ce qu'il y a après. Comment ces histoires familiales, finalement, déterminent toutes les relations dans un cercle de famille, mais aussi dans un cercle social, puisque le dernier bouquin parle plutôt d'un cercle social. Voilà. C'est la manière dont, avec des amis, on s'est forgé un système de valeurs, et donc ce système de valeurs, à un moment donné, est transgressé. Et qu'est-ce qui reste de ça après? Et au fond, qu'est-ce qui reste dans l'homme de 50 ans, du gamin de 17 qui était... complètement idéaliste, qui voulait construire un monde parfait, où l'amitié serait vraie. C'est ça qu'on disait quand on avait 17 ans, là. Des rapports vrais. On voulait des rapports vrais qu'on opposait à ce qu'on trouvait être une comédie jouée par les adultes. Et puis à 50 ans, est-ce qu'on joue la comédie? Pourquoi? Est-ce que la plume sur l'écritoire s'anime déjà avec autre chose maintenant? Tu as un projet en cours, il y a quelque chose qui mijote un peu? J'ai un bouquin qui est fini sur ma mère, où au fond, c'est un bouquin sur le stress identitaire, et qui a pris une forme complètement différente de ce que je prévoyais. Pourquoi le stress identitaire et la maman? Alors, parce que ma mère était slovaque, d'une famille chrétienne, et de parents ouvriers. Et c'était des ouvriers qui s'étaient légèrement élevés dans la société, puisque mon grand-père était boucher et ma grand-mère était épicière, mais dans les carrés de Bois-du-Luc, ce qui relativise un peu les choses. Et donc, ma mère, très très vite, décide de n'être ni slovaque, ni chrétienne, ni fille d'ouvrier. Et toute sa vie a consisté à essayer d'être autre chose que ce qu'elle était. Et
quand j'avais une Donc ça a vingtaine été d'années... important pour l'éducation des enfants, ça. Oui, tout à fait. Et donc nous, on devait faire comme Dans si on ce avait bain. toujours été belge Oui. et comme si on avait toujours été comme on était. Ce qui Et était- toi, tu observes ça. Oui, oui, oui. Tu observes ça. Et alors, quand j'ai 20 ans, j'ai l'intuition que notre famille souffre de stress identitaire. Mais je ne comprends pas ce que ça veut dire. Je ne comprends pas. Tu l'observes, voilà. Et alors j'essaye de le formuler et je dis oui, mais c'est parce que mon père est suisse allemand, ma mère est slovaque, et donc c'est un peu la rencontre de l'âme germanique et de l'âme slave. Enfin, je me fais tout un plan comme ça, mais qui ne ressemble à rien. Et en réalité, je me rends compte bien plus tard que le problème, c'est pas ce qu'il y a, c'est ce qu'il n'y a pas. Voilà. C'est le fait qu'on dit ce qu'on n'est pas, slovaque, on n'est pas, hein, on n'est pas chrétien, etc. Et donc effectivement, c'était ce rejet qui avait créé une espèce de difficulté. Et donc je me dis, mais tiens, je vais écrire quelque chose là-dessus, et puis il y a un jour une page qui me vient, et j'écris une page, c'est le début du bouquin, et puis je laisse tomber ce truc. C'est le problème de l'identité, tout compte fait ça. Oui, oui, tout à fait. Et donc j'ai fait vraiment un texte sur l'identité, et à un moment donné, j'ai dit, je vais reprendre ça, et là, je fais une découverte. Puis je ne te dis pas quoi, parce que je voudrais la garder pour le bouquin. Mais j'ai fait une découverte incroyable. Incroyable. Je vois qu'il y a eu un secret de famille, que ce secret n'a jamais été inventé. Je m'en rends compte parce que dans un dossier d'archives, ah oui, tout est dans les archives. Alors effectivement, pour le coup, Miroir, il avait raison. Les historiens, ils ont toujours raison. Ils ont toujours raison. Parce qu'à un moment donné, je tombe sur le dossier, je dis, nom de Dieu, merde. Ça, on ne me l'avait pas dit. Et ça, on ne l'a dit à personne. Et donc, il y a un secret de famille, et ce secret va expliquer beaucoup de choses. Et effectivement, il y a un trouble identitaire initial chez mes parents, hein, qui ont essayé de se construire une identité avec du bric et du broc qui soit autre chose que ce qu'ils étaient en naissant. Tu es un bon vendeur du prochain bouquin, là. Voilà, oui, mais alors je ne sais pas s'il sera publié, parce que je l'ai proposé au territoire de la mémoire, parce que je trouvais que le territoire de la mémoire à Liège, donc c'est le centre d'action laïque, c'est eux qui ont publié les bouquins sur Joseph Bielik et Robert Fugue, et je trouvais que ça allait bien dans cette série, parce que il y a cette question de l'identité et du stress identitaire. Et apparemment ils sont pas enfin je ne sais pas s'ils seront chauds, parce que c'est un peu en marge de ce qu'ils font. C'est en marge de leur objet social. Voilà. Si tu veux. Et donc je ne sais pas très bien. Et donc du coup, je ne sais pas si quelqu'un en aura envie. C'est peut-être l'occasion pour eux d'innover. Peut-être. Alors je ne sais pas si quelqu'un aura envie de se On va leur faire dire. Hein. Voilà. Ah ben on pourrait. Et donc écrire quelque chose sur la crise. Parce que, alors la crise, quelle crise? Voilà. Je voudrais que ça sorte en 23, parce qu'en 23, ça fera 50 ans qu'on dit que c'est la crise. Le 16 octobre 1973, ça a été le début de la crise. Et pour nous, moi j'avais 8 ans à l'époque, la crise c'était quelque chose qui n'allait pas durer. C'était un moment dans notre vie. On avait dit au journal télévisé que la crise, elle allait peut-être durer 20 ans. Bon, ça nous semblait beaucoup. Mais enfin, 20 ans plus tard, j'aurais 28 ans et la crise serait finie. Et, voilà, pour situer aux personnes qui nous écoutent, à l'époque, tu achetais une maison, tu avais un prêt à du 10-11%, qui a parfois été jusque plus de 17%. Tout à fait. Ça, c'était ça, notre crise à nous. Tout à fait. Tout à fait, effectivement. Et donc, cette première crise qu'on appelait la crise du pétrole, parce qu'on ne comprenait pas, on croyait que c'était la crise du pétrole, et que c'était parce que quelques potentats arabes s'étaient fâchés un jour autour d'une table, que c'était la crise. On croyait ça. Et que c'était parce que les Israéliens avaient gagné la guerre de Kippour, qu'il y avait la crise. On croyait ça. Et cette crise, au fond, qui est beaucoup plus structurelle, évidemment, on n'en est jamais sorti vraiment. Et puis il y a eu le second choc pétrolier, et puis il y a eu des crises, enfin jusqu'à la crise de 2008, et puis il y en a une nouvelle qui se prépare ici. Et au fond,
ce qu'on vit, c'est quand même une distorsion totale de notre modèle social et économique qui a une influence très forte sur nos vies. Et c'est ça que je voudrais raconter. Je ne veux pas raconter la crise, je ne suis pas un économiste. Moi, je veux raconter en quoi la crise a une influence sur nos vies. Quelle est la chose que tu ne parviens pas à réaliser et que tu aimerais faire? Ah! Qu'est-ce que je ne parviens pas à réaliser dans mon job? Mais ce que j'aimerais faire quand même, c'est mieux soutenir les centres culturels. Puisque dans mon job actuel, je m'occupe de bibliothèques, de centres culturels. Du côté des bibliothèques, on a réussi vraiment à construire un service d'appui très performant. Et du côté des centres culturels, je me rends compte que c'est plus compliqué. Alors, et pourquoi? D'abord parce que les centres culturels sont des ASBL. Les bibliothèques sont souvent des services communaux. Donc les bibliothécaires sont plus sûrs de leur emploi. Ils sont un peu mieux payés souvent aussi. Les centres culturels, chacun a sa propre programmation, a son propre agenda, sa propre logique. Et ils ont moins de raisons de se mettre en réseau. Donc du coup, c'est un peu plus compliqué. Alors il y a des associations. Le bon côté, c'est que les centres culturels ont des associations représentatives très puissantes, très fortes, très efficaces, qui les encadrent, qui les aident dans leurs problèmes de secrétariat social, par exemple. Enfin, il y a qui peuvent faire du toutes ces dimensions. Donc, appel à du sponsoring. Éventuellement, mais ces associations encadrent et soutiennent le secteur, mais en même temps, elles ont peu de moyens. Et donc moi, ce que j'aimerais faire, c'est de pouvoir créer vraiment une logique d'appui dans le secteur des centres culturels, comme on l'a pour les bibliothèques, de pouvoir aider davantage, de pouvoir les mettre davantage en réseau aussi, de pouvoir être le catalyseur d'un phénomène vertueux de mise en réseau des centres culturels. Et tu as le pouvoir d'aller mettre ton nez dans cette histoire? Alors oui et non, c'est-à-dire que les centres culturels sont effectivement des ASBL, ce sont des associations, et elles font ce qu'elles veulent, ça c'est très bien. Et les bibliothèques, moi je dirais que même si elles ne sont pas des ASBL, elles font ce qu'elles veulent. Donc on est effectivement dans un système où il y a une grande liberté, puisque chacun décide de son plan en fonction de son territoire. Et on ne fait pas la même bibliothèque, on ne fait pas le même centre culturel à Bruxelles, à Morlanway et à Neupré. Ça, c'est clair. Mais à un moment donné, je pense qu'on peut faire un certain nombre de propositions, tu vois, de propositions de mise en commun. Tu as déjà testé sur 1, 2, 3? Oui, alors on le fait. Alors on le fait, mais je pense que j'aimerais le faire plus, notamment en termes de formation. Tu vois, la formation, ça, c'est... Ah d'accord, organiser une formation. On organise, nous, on a un calendrier de formation pour les bibliothèques. On est en train, donc on forme 1000 bibliothécaires par an, c'est quand même pas mal. On est en train de l'étendre au centre culturel et je voudrais arriver à avoir une offre de formation et une participation aux formations qui soit aussi importante du côté des centres culturels que des bibliothèques. Tu dois monnayer et tout ça? Oui et non. Alors en formation, là, on est relativement autosuffisant. Ah d'accord. On est relativement autosuffisant. Donc c'est une redistribution du savoir ou bien des moyens. Voilà. Ça fonctionne assez bien. Mais je me rends compte que pour toutes sortes de raisons, et notamment parce que le secteur des centres culturels n'est pas suffisamment financé, celui de la lecture publique non plus, mais en lecture publique, les communes suppléent, en fait, beaucoup plus. En centre culturel, les communes et provinces mettent 50% des moyens, en lecture publique, elles mettent 70%. Et donc, les 20% de différence, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. Temps qui avait été décidé. Oui. Voilà, je te remercie beaucoup d'être venu me voir. Merci. J'ai quelque chose à te faire découvrir. Ah. Une bière italienne. Une bière italienne?